Monsieur Mechmaz. Merci, Monsieur le maire. Ma question porte sur le projet de loi 3DS, donc pour différenciation, décentralisation, déconcentration, simplification. Donc c'est un projet de loi qui est en gestation depuis, je crois, 3 ans et dont la commission mixte paritaire a eu lieu il y a quelques jours. Elle a été conclusive. Et donc ce projet de loi est porté par le gouvernement, mais a été co-construit avec donc l'Assemblée et le Sénat, qui a fait de nombreux ajouts. Et donc je voulais avoir un petit peu votre sentiment sur cette loi qui va être votée prochainement. Quel est l'impact sur Saint-Cloud? Vous êtes aussi vous siégez aussi au territoire et au département, donc c'est intéressant d'avoir votre regard là-dessus. Je vais pas faire voilà, c'est une loi avec quelques centaines d'articles, donc je vais pas non plus m'étendre sur le contenu, hein. Mais je souhaiterais aussi une réponse sur le fait que, comme il y a la prolongation de la loi SRU à l'intérieur de cette loi, même si c'est une toute petite partie, il y a aussi cette loi crée une possibilité de mutualiser les objectifs de la loi SRU au niveau des EPCI. Et donc, je voulais savoir si, alors d'après mes calculs, on est autour de 26% de logements sociaux au global Paris-Ouest La Défense, sur le PT. Est-ce que vous pensez que cela peut être une opportunité pour Saint-Cloud? Est-ce que les autres villes pourraient être, si jamais la loi est adoptée, d'accord? En tout cas, est-ce que ça vous semble une piste intéressante? Voilà, mais c'est une toute petite partie, donc c'est plutôt sur le reste que ça m'intéresse aussi de vous entendre. Je vous remercie. Bon, moi je n'ai pas d'avis spécifique, si ce n'est qu'effectivement le texte a fait l'objet d'une commission mixte paritaire. C'est-à-dire qu'en fait, quand le texte... D'abord, c'est un texte qui concerne les collectivités, donc il commence par être voté au Sénat, puis ensuite il va à l'Assemblée. Normalement, il y a plusieurs allers-retours, ce qu'on appelle la navette parlementaire, mais là, comme il y avait l'urgence qui était déclarée, le texte avait été voté de façon différente et assez différente entre le Sénat et l'Assemblée. Et donc, dans ce cas-là, on réunit une commission mixte paritaire avec équivalence de sénateurs et de députés et qui doivent essayer de trouver un consensus sur un texte qui, à l'origine, a été voté différemment dans les deux chambres. La commission mixte paritaire a eu lieu lundi soir de cette semaine. Effectivement, elle s'est avérée conclusive, puisque je crois que c'est 6 sénateurs et 6 députés, ils ont voté un texte commun. Et maintenant, elle sera votée définitivement à l'Assemblée nationale le 8 février et au Sénat le 9 février. Comme la CMP a été conclusive, on peut penser qu'elle va être votée en l'état le 8 et le 9. Bon, donc il faut quand même être un tout petit peu prudent, mais a priori, il n'y a quand même pas un grand suspense. De toute façon, si elle n'est pas votée le 8 et le 9, elle n'existera pas, puisque après, le Parlement, conformément à la Constitution, doit arrêter ses travaux avant l'élection présidentielle en mars, et donc il n'y a plus de place pour débattre. Donc le 8 et le 9, à l'Assemblée et au Sénat, le texte sera adopté définitivement, conformément aux négociations liées à la commission mixte paritaire. Bon. Il y a beaucoup de choses là-dedans, donc on va pas en débattre. Mais moi, j'ai un regret. J'ai cru comprendre, en tous les cas, si c'est voté comme ça le 8 et le 9, que notamment la métropole d'Aix-Marseille va être, non pas supprimée, mais quasiment neutralisée, pour ne pas dire autre chose. J'aurais aimé qu'on ait la même audace pour la métropole du Grand Paris, qui est quand même un truc qui ne sert à rien et qui nous coûte un fric fou et qui rajoute des strates, comme l'a dit Nicolas Portex. Ça aurait été bien qu'on aille jusqu'au bout. On le fait pour Aix-Marseille. Alors j'ai bien compris que le président de la République était allé faire un voyage à Marseille. Je pense qu'il faudrait qu'il vienne faire un voyage à Paris pour qu'il se rende compte de la problématique de la métropole du Grand Paris, voilà, et qu'il voit que c'est à peu près le même problème que Marseille et qu'il faut en tirer les mêmes conclusions. Ça n'a pas été le cas. Bon, donc, en revanche, sur la loi SRU, alors c'est très intéressant parce que c'est tout à fait différent de ce que vous dites. C'est-à-dire que la loi SRU a été votée en 2000 pour application au 1er janvier 2001. Et à l'époque avec 20% de logements sociaux. L'objectif à atteindre. Bon. Et puis elle est corrigée sous, je le disais tout à l'heure, sous le quinquennat de François Hollande. Jean-Marc Ayrault était Premier ministre. Je crois que la première version, c'est Madame Duflot qui l'apporte et qui amène à 25% de logements sociaux en 2025. Sauf que le texte avait été voté assez bizarrement parce qu'au 1er janvier 2026, on ne savait plus très bien ce qui se passait. Parce que, en gros, il y avait une date butoir et puis après, plus rien. Donc, en fait, on aurait été libéré de nos obligations militaires, comme on dit dans le jargon français. Et donc, on pouvait comprendre que ça pouvait poser un certain nombre de difficultés. Alors là, la loi 3DS dit, à partir de 2025, qui est donc la date butoir du texte de la loi Allure, je crois que c'était dans la loi Allure de l'époque,
il y a au minimum, d'abord le délai saute, il est repoussé, au minimum pour 9 ans, 3 périodes de 3 ans où on peut faire un contrat de mixité sociale entre le préfet et le maire, parce que, et alors ça, pour une fois, c'est quand même au crédit des sénateurs, des députés, je ne sais pas, du gouvernement sûrement, qui reconnaît en fait ce que je dis depuis d'ailleurs longtemps, c'est que le problème n'est pas la loi SRU, le problème est l'inadaptabilité de la loi aux situations spécifiques locales. Et c'est exactement ce que dit la commission mixte paritaire. Elle dit qu'il faut tenir compte des spécificités locales de chacune des communes et on ne peut pas appliquer de façon stricte et réglementaire le même sort, la même toise pour toutes les communes de France qui ne sont pas du tout dans la même situation. Et donc elle demande à ce qu'on puisse avoir comment dirais-je, qu'on agisse avec pragmatisme en fonction des situations locales. C'est l'objet ou c'est l'esprit de ces contrats de mixité sociale qui seraient signés entre le préfet et le maire. Après donc une négociation, ou je ne sais pas très bien, après une discussion en tous les cas, qui tiendrait compte des spécificités de chacune des communes. Et donc ce qui voudrait dire que l'objectif serait aménagé dans un même département en fonction des spécificités de chacune des communes. J'avais pris cet exemple quand on m'avait dit, mais regardez, Courbevoie et Asnières sont sortis de la carence. Alors j'avais dit, tiens, c'est marrant, ils sont vachement plus forts que Saint-Cloud. Et donc j'avais été regarder la situation de Courbevoie et d'Asnières. À Asnières, figurez-vous, quand vous allez dans le nord de Asnières, le long des quais, il y a 32 hectares de friches industrielles vides. 32 hectares. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc effectivement, quand vous avez la possibilité de réaménager une partie de votre ville avec un foncier aussi important disponible, vous trouvez des possibilités d'aménagement et d'équilibre. C'est aucune difficulté. À Courbevoie, il y a l'opération du village de l'Âge, c'est plusieurs hectares, 8 hectares je crois. Il y a tout le projet autour de Charade. Enfin, pareil, il y a des friches ou des zones de requalification urbaine conséquentes qui permettent effectivement de faire des choix. Tout ça a des coûts pour les villes quand même, mais c'est des possibilités. Nous, vous voyez bien la situation de notre commune, la taxe sur le foncier non bâti est nulle. Il n'y a plus de foncier non bâti dans notre commune. Et donc, quand il y a un projet, il se fait obligatoirement à la place de quelque chose d'autre. Donc, cette loi, visiblement, propose une médiation, une négociation ou une discussion entre le préfet et le maire pour essayer de tenir compte des spécificités locales. C'est ce que nous disons depuis maintenant 4 ans, puisque la première carence, c'est 2018, si ma mémoire est bonne, qu'il faut tenir compte. Et d'ailleurs, c'est ce que j'écris dans mon courrier que je vous avais fait parvenir en août 2020, où j'explique par le menu, il y a 20 pages. Alors, la longueur du courrier n'en fait pas sa qualité, hein, c'est évident, mais n'empêche que c'est parce qu'on a quand même beaucoup d'arguments à présenter qui justifient ça. Donc, bon, moi je demande à voir. Alors, elle dit d'autres choses. Hein. Donc, en fait, le terme de 2025 tombe. Donc, ça veut dire que les équilibres n'existent plus, puisqu'en fait, tout le processus est calculé de façon très comptable entre le manque de logements qui vous manque en sociaux et la deadline qui était 2025. Donc il restait 3 années et donc on divise votre nombre. S'il manque 300 logements, ben, ça fait 100 par an. S'il en manque 1000, ça fait 333, etc. etc. Donc là, la date butoir de 2025 tombe, donc le calcul ne tient plus. Donc effectivement, il faut tout redéfinir. Parce que là, bon. Deuxième chose, la loi a l'air de dire, alors j'ai pas eu le temps de tout regarder, hein, parce que le texte de la CMP est public que depuis ce matin, je crois. Donc j'ai un peu regardé, mais bon, c'est quand même pas tout à fait accessible. Et comme vous le dites, il y a plus de 100 articles. Donc il semblerait que le texte dise, issu de la commission mixte paritaire, que les pénalités non financières de la carence seraient supprimées, à savoir par exemple la reprise par le préfet des droits de présentation pour les logements sociaux. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous êtes carencé, pour Saint-Cloud, mais toutes les communes, il y a une automaticité qui fait que le préfet reprend les droits de présentation du contingent municipal. Il semblerait que le texte de la CMP dise que ça, c'est terminé. En fait, tout ce qui est pénalité non financière, le droit de présentation des logements sociaux du contingent municipal, la reprise de l'instruction des permis de construire, ainsi que le droit de préemption ne serait plus dans l'automaticité de l'arrêté de carence et donc ne serait plus à la main du préfet. Si le maire écrit au préfet pour demander à ce que ça lui soit restitué, on verra ce que dit le texte une fois voté le 8 et le 9, mais normalement, ça doit être restitué à la commune. Donc vous voyez, c'est un affaiblissement de la doctrine actuelle, très fort quand même.
Et puis enfin, il faut aménager, donc au travers de ces fameux contrats. Il n'y a plus l'automaticité non plus de la pénalité financière à 100% en cas de deuxième carence. Ça, c'est absolument, ça c'est clair, c'est annulé, voilà, clairement annulé. Donc en fait, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce n'est pas une loi organique, c'est une loi simple. Mais comme elle modifie directement le code de l'habitat et le code de la construction, elle n'a pas besoin de décret d'application. Une fois votée, elle s'appliquera. Une fois qu'elle sera publiée au JO, elle s'appliquera directement parce qu'elle modifie des textes réglementaires en fait. Code de la construction et code de l'habitat. Ils sont modifiés par le pouvoir législatif et donc il n'y a pas besoin de décret d'application. Donc le jour où elle est votée, elle sera publiée au JO et elle s'appliquera immédiatement. Et donc, moi je ne vois pas très bien comment en droit, fort de cette évolution législative, les arrêtés de carence qui ont été pris avant, c'est normal, ils ne pouvaient pas tenir compte de quelque chose qui n'avait pas été voté, donc j'en fais grief à personne. Mais par contre, ils n'ont plus de soutenabilité juridique. Donc ça va être intéressant parce que nous, on est en contentieux au TA sur ce sujet-là, sur l'arrêté de carence. Je pense qu'on va pouvoir se retrouver assez rapidement avec le préfet pour discuter et négocier en fonction de l'évolution de la situation et de la loi. Et je pense que les arguments que porte la ville depuis 4 ans sont ceux qui sont dans la loi. Donc c'est plutôt assez favorable. Alors dernière chose, moi c'est quelque chose que je demande depuis très longtemps, parce que c'est bien d'avoir des débats intellectuels sur plein de choses, mais de temps en temps il faut essayer quand même de comprendre de quoi on parle. Aujourd'hui, vous avez quelque chose qui n'est absolument pas acceptable. Vous avez, depuis que la métropole a été créée, la compétence d'urbanisme et d'aménagement qui est remontée au territoire. Donc, la strate qui est compétente aujourd'hui en matière d'urbanisme, depuis la création de la métropole, depuis le 1er janvier 2016, c'est le territoire. Mais par contre, on continue à calculer le taux SRU au niveau de la commune. Autrement dit, l'outil et la mesure de l'outil ne sont pas au même niveau. Comment voulez-vous en droit reprocher à une commune son taux SRU alors qu'elle n'est plus compétente en termes de PLU? C'est pas tenable juridiquement. Vous voyez, ça fait partie d'ailleurs de nos moyens de droit. Et moi je demande, sans dire la strate, parce que à la limite je m'en fous, moi je dis il faut ramener à la même strate l'outil et la mesure de l'outil. C'est-à-dire le document l'urbanisme et le taux. Alors, soit aux strates municipales, soit à la strate intercommunale, je m'en fous. Mais il faut que ça soit à la même strate, parce que sinon c'est impossible de faire un reproche à quelqu'un qui n'a plus l'outil. Voilà. Donc, d'ailleurs, j'ai démontré tout à l'heure que le PLU n'était pas un obstacle, mais de toute façon, si on voulait réviser le PLU de la commune, il faudrait passer à un PLUI, un PLU intercommunal, parce que c'est la loi. Aujourd'hui, la commune ne peut plus avoir un PLU municipal, il est obligatoirement intercommunal. Et en plus, je ne suis pas sûr que, d'abord, ça ne servira à rien, mais en plus, c'est une procédure qui prendrait 3 à 4 ans. Un PLU intercommunal, c'est 3 à 4 ans. Donc, vous voyez, ça ne réglerait pas nos problèmes immédiats. Bon, enfin, voilà sur le sujet SRU. Après, il y a plein d'autres sujets, le droit des élus. Ça concerne beaucoup la ruralité. C'est un texte qui concerne beaucoup la ruralité, les petites communes. Il ne faut pas oublier, je crois que 80% des communes françaises ont moins de 3500 habitants. 80% des communes françaises ont moins de 3500 habitants. Et donc ce texte apporte de vraies réponses à des communes qui sont en très grande difficulté, parce que nous, on est une commune de 30 000 habitants, on a une administration compétente, puissante, on a des élus, un conseil municipal, mais toutes les communes, Marne-la-Coquette, qui est tout près de chez nous, c'est 8 agents municipaux. 8 agents municipaux. Comment voulez-vous travailler? C'est pas possible. Voilà, c'est 1700 habitants et c'est 8 agents municipaux. Bon, vous dites, mais ça n'a rien à voir avec la qualité qui est grande d'ailleurs du maire de Marne-la-Coquette, Mme Barraud-Divès, qui est un maire exemplaire et qui fait très bien son travail, mais il faut reconnaître que, vous voyez, heureusement qu'il y a l'intercommunalité pour elle, qu'elle est chez GPSO, et le département, parce que sinon, c'est très compliqué à gérer. Donc la loi essaye d'apporter aux communes de la ruralité, qui sont majoritaires dans notre pays, un certain nombre de réponses. Et puis elle a donc traité le problème de la métropole d'Aix-Marseille. Moi, encore une fois, je regrette qu'elle n'ait pas traité celui de la MGP. Ça aurait été un bonheur. Mais bon, on peut espérer qu'après les échéances présidentielles qui arrivent dans 65 jours, ou je ne sais pas combien, c'est un sujet qui sera réglé, parce que franchement, on ne peut pas continuer comme ça. Voilà, à peu près sur le volet SRU, parce qu'après les autres... Ça intéresse moins. On n'est déjà plus qu'à 250 000 auditeurs, donc...